de quelque part. C'est un invité qui nous rejoint chaque vendredi dans cette dernière ligne droite des carnets, un grand témoin du monde. Et celui qui est à vos côtés ce soir, Sophie, eh bien, on le connaît bien. Ah oui, on le connaît même très bien. Bonsoir Alain Sirou. Bonsoir Sophie, bonsoir à tous. Merci d'être avec nous ce soir. C'est un Vous plaisir. êtes de retour de Chine. Vous êtes allé observer, m'avez-vous dit, le réveil des astronomes chinois aux sciences du ciel. Vaste programme. Oui, souvenez-vous, alors, je ne sais pas si c'est souvenez-vous, mais c'était Mao Tse-tung qui disait Ouais, je me le rappelle pas. ciel est l'autre moitié de la Terre. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué quand j'ai finalement découvert que les Chinois annonçaient il y a quelques années qu'ils iraient sur la Lune. Alors, aller sur la Lune, ça voulait dire que ils allaient faire comme les Américains. Je dis, à quoi ça sert finalement? Non, ça, c'est un vrai programme. Ils seront sur la Lune en 2030, 32, on n'en sait rien exactement. Ce qui est certain, c'est qu'ils vont y aller. Et ça marquait quelque chose qui m'a beaucoup intrigué. En discutant avec des astronomes, j'ai découvert que c'était la même chose du côté astronomique. Et finalement, la question qui se posait, c'était de savoir pourquoi est-ce que des gens qui avaient inventé la poudre, qui étaient sans doute les premiers astronomes à avoir observé le ciel avec une très grande précision, c'était des spécialistes des comètes, c'était des gens qui regardaient le ciel et qui notaient comme des concierges tout ce qui se passait, un peu comme les Mésopotamiens. Et puis surtout qu'il y avait un lien extrêmement particulier entre le pouvoir et le ciel, puisque le pouvoir en Chine tient sa légitimité du lien avec le ciel. Vous savez, Chine, ça veut dire pays sous le ciel. Et l'empereur, c'est le fils du ciel qui ne pouvait ne pas savoir ce qui se passait dans le ciel. Donc le ciel était une copie de son palais, de la cité interdite, et on trouve d'ailleurs tout le ciel dans la carte chinoise qui parle du lien entre le pouvoir et le ciel. Et alors aujourd'hui, quand vous arpentez comme ça cette immensité, cet immense pays, qu'est-ce que vous trouvez sur le terrain? Vous trouvez toujours tout en grand? Alors tout en grand parce que d'abord c'est un très grand pays, et puis surtout il y a cette volonté absolument de franchir une nouvelle étape, faire des grands télescopes, des grands radiotélescopes, et essayer d'avoir les moyens pour conquérir entre guillemets le ciel, mais non pas parce que c'est une course, simplement c'est pour retrouver, finalement ce qui a toujours posé problème aux Chinois aujourd'hui, c'est de se dire mais qu'est-ce qu'on a raté comme marche au 18e, au 19e, on a raté la révolution industrielle, et aujourd'hui on veut retrouver finalement cette puissance perdue, et pour ça il nous faut être présents dans les instances scientifiques, techniques qui vont nous permettre d'accéder au savoir. Sur le terrain, donc, c'est le plus grand télescope, le plus grand radiotélescope. Alors, le plus grand radiotélescope, ils l'ont depuis cette année. Il fait 500 mètres de diamètre et c'est une oreille absolument incroyable. Vous imaginez deux tours Eiffel couchées. C'est 30 terrains de football en superficie. Ils ont pour objectif de construire un grand télescope, sans doute dans le Tibet. Mais pour l'instant, ce que l'on voit sur place, c'est des observatoires flambant neufs. Ce sont des jeunes, plein de jeunes partout. C'est une volonté de s'inscrire dans la durée, 10 ans, 20 ans, pour accéder à des instruments scientifiques. Et en même temps, Alain Sirou, vous m'avez dit, ils sont à la ramasse. Ils font tout en grand, mais ils sont à la ramasse. Pourquoi? Oui, parce que, je dirais, ils doivent tout repenser, tout reconsidérer, et aujourd'hui, on ne peut pas dire que l'Occident a tout fait, mais l'Occident a beaucoup d'avance. Donc comment est-ce qu'on fait un bond en avant quand les autres ont beaucoup de distance? Eh bien, il faut faire un chemin qui est parallèle, sans doute, à côté. Donc la décision prise par les Chinois, c'est finalement de faire ce que les autres n'ont jamais fait, mais sans faire une course, sans pour autant vouloir être... Alors c'est quoi pardon? C'est quoi ce que les autres n'ont jamais fait? Alors par exemple, sur la Lune, c'est d'aller sur la face cachée. Chose que personne n'a jamais fait, qui supposait d'avoir un Internet lunaire pour pouvoir justement communiquer à distance. C'est par exemple ce grand radiotélescope qui consiste à essayer d'écouter le ciel et de détecter ce que les autres n'ont pas encore détecté. Des radiosources, peut-être des émissions... Peut-être des extraterrestres. Ils font leur communication là-dessus en disant on ne sait jamais. Et puis finalement mettre un pied pour être capable de faire une seconde avancée. Et par ailleurs, vous me disiez, il y a aussi une question de mentalité. Pour changer de dimension, pour avancer, pour monter une marche, il va falloir qu'ils changent de mentalité. Et là, on parle de la mentalité chinoise, de la façon de penser. Oui, parce que en science, une découverte, ça ne se décrète pas. On n'a pas dit à Einstein, en 1915, tu vas découvrir la relativité et la physique quantique. C'est une démarche, et c'est surtout une transgression. C'est-à-dire que
inventer, découvrir, c'est finalement remettre en cause ce qu'a dit le chef. C'est se dire que pour trouver, il faut prendre des risques. Il faut prendre des risques et aller contre l'autorité, parce que nous sommes les enfants de nos enseignants, mais en Chine, ça veut dire qu'il y a un patron qui décide ce que les autres vont faire. Et moi, ce qui m'a beaucoup impressionné, c'est la quantité de gens. Vous pouvez avoir 2 millions d'ingénieurs formés chaque année, vous pouvez avoir 1 million de scientifiques. Ils ont toujours un patron à qui il faut obéir. Et oui, et 1 million de fois la même idée, ça ne donne pas des idées différentes. Et donc, il va falloir qu'ils changent de vision. Et ça, c'est cette transgression-là qui, aujourd'hui, n'existe pas. Donc, c'est vrai qu'ils se projettent à 10 ans, à 20 ans, ils construisent beaucoup, il y a beaucoup de gens, beaucoup de jeunes, mais il leur manque cette idée. Par exemple, ils m'ont dit, vous voyez, on a découvert que tous les gens qui rêvaient au ciel avaient lu de la science-fiction. Donc, on va enseigner la science-fiction. Mais non, il faut en lire de la science-fiction. Ça s'enseigne pas. Vous voyez le travers, si je puis dire. Et par ailleurs, vous me disiez, ils mettent énormément de moyens. L'Académie des sciences à Pékin, vous me dites, c'est un quartier. C'est un quartier entier. C'est quelque chose qui est organisé de façon quasi militaire. Quand on vous dit on va construire un bâtiment 6 mois plus tard, il est là, il est tout neuf. Et ça nous change vraiment par rapport à l'Europe, où on va dans un laboratoire. Je suis pas sûr qu'il y ait encore du chauffage, que l'ascenseur fonctionne. Il y a peut-être même plus de sous pour faire des photocopies. Et là, on vous dit, écoutez, dans 20 ans, on va faire ça, on va construire. On voit bien que, je dirais, on a changé de monde, on a changé de dimension, mais je dirais la volonté elle est là, maintenant la pratique reste à mettre en œuvre. Et quand ils y arriveront, ça va faire mal parce qu'il y a beaucoup de moyens, vous me dites. Ça sera surprenant et c'est vrai que pour nous, eh bien, on regardera les fils du ciel extrêmement différemment et je pense que ça sera génial à ce moment-là de pouvoir discuter d'une seule et même passion commune. Merci beaucoup Alain Sirou.